Bonjour à tous, nous sommes jeudi 9 avril. Donc on reprend notre cours de métrique sur la poésie. Alors hier, mardi pardon, on a vu donc, on a revu ce que c'était que la poésie lyrique, une de ses définitions. On a vu qu'il existait, des formes de poèmes fixes qui portent des noms. Tiens, ça c'est un poème qui s'appelle Rondeau parce qu'il tourne sur lui-même avec des refrains qui reviennent. Ça c'est une ballade, ça c'est un ode, voilà un sonnet. Et puis donc on a vu aussi le nom des strophes et donc voilà, une strophe qui contient 2 vers, un distique, 3 vers, un tercet, 4 vers, un quatrain, 5 vers, un quintile. Tiens, allez, je vais le rajouter, même si on ne le rencontre pas très souvent. 6 vers, un sisin, 10 vers, un dizain et même 12 vers, un douzain. Donc vous aviez de toute façon ceci qui vous était rappelé donc dans votre livre, Dire l'amour, le recueil Hachette. Ensuite, aujourd'hui, on s'attaque aux vers. Alors, on va aller voir, ce qui a marqué page 97, donc pour vous dire comment on compte tout ça. Donc on va voir un petit peu comment on compte, les pieds avant de vous donner les noms. Donc, un vers, on appelle ça, comme je vous disais, un métrin. C'est pour ça qu'on parle de métrique pour ces cours de versification. Donc versification, métrique, c'est la même chose. Donc dans l'idée de rester dans cette, métaphore du mètre, eh bien, une syllabe de poésie, on appelle ça un pied. D'accord? C'est pour ça que vous me verrez utiliser le terme de pied, parce que les pieds, ce ne sont pas exactement des syllabes. Néanmoins, vous voyez que dans le nom qu'on va donner aux différentes longueurs de vers, on utilisera le mot syllabe qui est là. OK? Donc moi, je préfère vous habituer déjà au langage de la poésie du lycée. Donc on va tantôt utiliser le terme de syllabe, tantôt utiliser le terme de pied. Mais donc vous allez voir que, une syllabe telle que vous avez l'habitude de le concevoir, c'est pas exactement un pied de poésie, hein. Voilà, donc alors comment est-ce qu'on compte les choses? Donc ici, on est page, 97 de votre recueil. Si vous l'avez sous les yeux, c'est probablement plus confortable à lire que ce que je vous affiche. Donc on vous dit: «Un vers commence par une majuscule et finit par une rime et un retour à la ligne». Donc dans la poésie classique, oui, il n'y a pas toujours de rime comme vous le savez dans la poésie moderne. En tout cas, le vers commence par la majuscule et finit par le retour à la ligne, tout à fait. Donc le mètre est le nombre de syllabes du vers. Vous voyez? C'est la longueur du vers lui-même et syllabes, vous allez voir que c'est pas exactement des syllabes. Pour calculer ce nombre, il faut supprimer le «e» en fin de vers et en fin de mot, si le mot suivant commence par une voyelle. Ça, j'ose espérer que vous savez déjà, mais on va voir dans des exemples précis, hein, pour ceux qui découvrent totalement la règle du décompte des syllabes ou pieds de poésie. Il faut savoir aussi que 2 voyelles successives peuvent être prononcées en 2 syllabes, lion, ce qu'on appelle une diérèse, ou en une seule syllabe, miel ou lion, ce qu'on appelle une synérèse. Alors, on fait une petite pause là-dessus. Pourquoi est-ce que je peux dans ma poésie dire lion ou lion? Donc tout simplement, si je suis, un poète, je m'astreins, je me dis: «Tiens, je commence mon sonnet, ce sera pour moi des alexandrins», donc 12 pieds, 12 syllabes. Ou bien, allez, pour moi, ce sera des décasyllabes, 10 pieds, 10 syllabes. En tout cas, une fois que j'ai choisi pour mes 14 vers de mon sonnet. J'ai plus le choix. Donc, je m'astreins à 10 pieds, admettons. C'est pas facile de rester exactement dans les 10 pieds. Donc j'ai des petites astuces. Je peux de temps en temps rajouter un petit «et» qui va me rajouter un pied ou bien, je peux enlever parfois, un pronom personnel, on va dire, «ne me sens, plus» ou au lieu de «je ne me sens plus». On a des petites permissions comme ça en poésie, ce qui rend d'ailleurs la poésie parfois difficile à comprendre et on a aussi des latitudes, des marges de manœuvre avec les mots qui comprennent 2 voyelles. Donc si, admettons au bout de mon vers, qui contient le mot lion, j'ai 9 pieds, 9 syllabes, eh bien je me dis: «Ah OK, pas grave, j'ai lion, on le prononcera lion» et hop là, ça m'en fait 10 tout d'un coup. On peut s'en ajouter une. D'accord? Donc si je veux, si j'ai besoin, je peux décider qu'un mot qu'on prononce lion ou miel, ce qui fait que la majorité des cas, on appellera ça des synérèses, hein, c'est-à-dire notre façon habituelle de prononcer lion et miel. Donc si je veux, je peux exagérer la distinction, dire lion, miel et donc ce sont les diérèses bien sûr qu'on va remarquer et qui vont nous sembler très peu naturelles à l'oreille. Pour vous en souvenir, eh ben, dans diérèse, il y a un bon exemple, c'est-à-dire qu'on ne dit pas diérèse, mais bien diérèse, en insistant un petit peu sur ce son-là. Vous voyez aussi que dans diérèse, on a di qui veut dire deux.
hein, et dans synérèse, on a S-I-N qui veut dire, la c'est comme dans synchronisation, ça veut dire ensemble. Donc la synérèse, ça veut dire qu'on prononce le son ensemble, miel, et la diérèse, on le prononce en 2, miel, lion. Donc ça, c'est très important. On va s'entraîner à compter les pieds ensemble, vous allez voir. Dès qu'on va avoir un pied en moins, on se dit: «Bon, alors soit j'ai oublié une syllabe» et si on compte, on recompte et on se dit: «Mais non, je suis sûr d'en avoir bien que 9 ou que 11 alors qu'on en attendait 10 ou 12». Eh bien, on va regarder s'il n'y a pas un mot du type lion ou miel qu'on pourrait du coup couper en 2. Et en fait, il y en a quand même pas mal dans la langue française finalement, donc on va retrouver les diérèses assez régulièrement. Donc sur la longueur du mètre, toutes les longueurs de vers sont possibles. On peut même avoir donc un vers monosyllabique avec une seule syllabe, hein, pourquoi pas un O, voilà, et jusqu'à 12 pieds. On ne fait pas plus que 12 pieds si on est dans des vers réguliers, bien sûr. Si on est dans des vers libres, c'est-à-dire on ne compte plus les pieds, ah bah alors là, on peut mettre des vers qui sont très longs, hein, pourquoi pas. Donc les vers, les mètres, hein, ça veut dire les longueurs de vers les plus utilisées sont les octosyllabes avec 8 syllabes, et puis on a aussi énormément de décasyllabes et d'alexandrins. Alors ici, on vous dit, que, on n'a pas de pause dans l'octosyllabe. Pas de pause au milieu du vers, parce que comme c'est assez court, on peut lire le vers tout d'un coup. En revanche, dès qu'on est sur des vers un petit peu plus longs, comme le décasyllabe ou l'alexandrin, il est de bon ton, quand on est dans la poésie classique hyper rigoureuse, hyper codifiée, de faire une pause à peu près au milieu du vers. Pour l'alexandrin, je vais commencer par le plus simple, la césure, hein, ça veut dire donc couper, hein, c'est comme ciseaux. La césure, elle est en plein milieu, c'est-à-dire on va avoir 6 pieds, une virgule généralement, 6 autres pieds. Ou au moins, si on n'a pas la virgule, on peut faire une petite pause et s'arrêter au milieu du vers. Pour les décasyllabes, les maîtres de poésie, on va dire, ont décidé que la césure, c'est-à-dire la coupe, la pause, se ferait non pas au milieu, mais soit au bout de 4 pieds, soit au bout de 6. Donc un décasyllabe, il est découpé en 4-6 ou 6-4. On verra, si on peut trouver des exemples qui vérifient ça. Et si vous êtes Victor Hugo et que vous commencez à en avoir un peu ras-le-bol de toutes les règles, et ben, pour faire des pieds de nez à l'Académie française, vous faites votre césure à 5 pour faire 5-5. Et là, les gens, ils font: «Oh! Waouh! Il s'est permis un truc, c'est fou! Il a fait la césure à 5 pieds!» Bon, c'est toutes choses qui peuvent nous paraître totalement extraterrestres aujourd'hui. Alors ensuite, donc les types de vers. On va vous parler beaucoup, de l'alexandrin, donc le vers de 12 pieds qui est, franchement, très, très répandu et donc lui, sa césure, elle peut être à la moitié du vers, comme je vous disais, ou même on peut avoir 2 césures, avec 4 pieds, 4 pieds, 4 pieds, donc 3 fois 4. Ensuite, on a aussi donc, dès qu'on se retrouve dans des choses un petit peu plus modernes, des vers qui vont être, avec des nombres impairs, donc 7 ou 9 syllabes. Honnêtement, n'apprenez pas heptasyllabes et énéasyllabes, franchement, on ne les prononce jamais. En général, on se contente de dire vers impair, ce qui est déjà quelque chose de fou et qui n'arrive qu'à la fin du 19e et on va dire 9 syllabes ou 7 syllabes. Sinon, vous avez remarqué, ce sont les chiffres en grec, hein, qui sont écrits ici et derrière, il y a le mot syllabe. Donc ceux qui ne connaissent pas tous les chiffres grecs, ça va vous permettre de les réviser. Donc je retourne, au nom des pieds du coup, au nom des vers pardon. Donc le vers de 6 pieds, on va l'appeler hexasyllabe. 7 pieds donc hepta comme vous l'avez vu, hein, parce que hexa c'est 6, hepta c'est 7, octosyllabe pour 8, énéa c'est 9 en grec, donc énéasyllabe pour 9, déca, pour 10 comme dans Décathlon et alexandrin, donc là c'est une référence à Alexandre le Grand, alexandrin 12 pieds, donc là on n'a pas le mot, 12 grec à l'origine de ce vers-là. Alors, comment est-ce qu'on compte maintenant? Parce que c'est bien beau de savoir donc, le nom que portent ces vers, mais encore faut-il compter. Oui, ce que je voulais aussi que vous ne confondiez pas, quand je vous dirai, «Tiens alors, quel est le nom, de cette strophe, à, 6 vers?» alors attention, il ne faudra pas dire hexasyllabe, non, non, non. La strophe à 6 vers, c'est le sisin et à l'intérieur, le sisin peut être composé de vers qui ont 6 pieds, par exemple, hexasyllabe. D'accord? Donc on peut avoir un sisin d'hexasyllabe, un sisin de décasyllabe, un quatrain d'alexandrin, etc. Donc attention à ne pas confondre le nom des strophes avec le nom des vers. Le nom des strophes d'ailleurs, c'est quand même beaucoup plus facile évidemment de compter le nombre de vers dans la strophe. Ça se voit à l'œil nu, alors que compter le nombre de pieds, ça ne se voit pas à l'œil nu. Donc on va revenir sur cette histoire de E muet, que vous avez, non pardon, je ne sais plus où c'est.
Oh là là, je suis perdue dans mes photocopies, excusez-moi. Voilà, si c'est là. Donc on vous dit ici pour calculer ce nombre de pieds, donc de syllabes, il faut supprimer le E en fin de vers et en fin de mot s'il est suivi par une voyelle. Alors vous allez voir que c'est extrêmement logique, ça suit la prononciation que nous aurions, nous, en temps normal. Donc je vous mets un petit extrait ici de la Balade à la lune de, Musset et donc on va le reprendre d'ailleurs en exercice. Alors, lune, quel esprit sombre promène au bout d'un fil, dans l'ombre, ta face et ton profil. Vous voyez bien que ça ne nous viendrait pas à l'idée de lire lune, quel esprit sombre. C'est quand même abominable. Donc, à la fin du vers, tous les E vont flotter. Dans l'air, ça veut dire qu'on ne les prononce que très légèrement. Donc, ce qu'on appelle le E muet, c'est le E qu'on laisse flotter dans l'air. En réalité, ça n'est pas peut-être l'idée que vous avez d'un E muet. Alors si je peux trouver un E muet là dans ce que j'ai écrit. Admettons, j'écris le mot, joli ici. Le E là ne se prononce pas du tout. Alors c'est pas ça qu'on appelle un E muet. Ça en fait on l'appelle même pas, on n'en parle même pas. Ce E ne se prononce pas, hop, il n'existe pas. Le E muet, enfin, si je pouvais changer les choses, je l'appellerais le E léger. Parce qu'en réalité, il n'est pas muet. On le prononce, mais on doit le prononcer très légèrement. C'est ce que j'appelle le E flottant. Il doit le flotter légèrement. Donc ici, on a un E muet qu'on va donc laisser flotter. Ici aussi, parce que ce que dit la règle, c'est que quand le E est suivi d'une voyelle, on doit le laisser flotter et même le laisser s'englober dans la voyelle qui suit. Pourquoi? Jamais on ne dirait lune, quel esprit sombre promène au bout d'un fil. Vous sentez comme ce serait abominable. On va dire tout naturellement promène au bout d'un fil. Et donc c'est tout naturellement qu'on va scander les syllabes pro, mais, no. Et donc ici, on a une seule et même syllabe. Dans le vers suivant, dans l'ombre, même chose, un E au bout du vers, on va le laisser flotter et l'ombre va compter comme une seule syllabe, un seul pied. Et ici également, ta facé, ton profil, là j'insiste, hein, c'est ta facé, c'est pas comme ça qu'on lirait, mais ici on a bien un seul pied, ton profil, 3 pieds derrière. C'est pourquoi vous voyez que je parle de pied, parce que bien évidemment, ça s'appelle une syllabe en français, hein, ça s'appelle une autre syllabe. Ici, on a bien 2 syllabes, mais en poésie, on appellera ça un seul pied. Ou une seule syllabe de poésie si vous préférez, mais c'est vraiment pour ça que je préfère utiliser le mot pied. Donc, ici, vous voyez que j'ai mis un E en majuscule. Celui-ci, il obéit à une autre règle. Vous voyez qu'il y a une consonne derrière lui. Donc, quand il y a une consonne derrière lui, on doit le prononcer et il va représenter lui-même un pied. On doit le prononcer, mais c'est pas pour ça qu'on doit appuyer dessus comme des fous et lire lune, quel esprit sombre, ce qui serait également horrible. Par contre, on doit tout de même l'entendre dans le rythme. Donc si je claque un peu dans les doigts, on aurait lune, quel esprit sombre. Donc vous voyez sombre en un seul pied, promène au bout d'un fil dans l'ombre ta face et ton profil. D'accord? Donc le lune ne doit pas être trop appuyé, mais néanmoins, on doit absolument l'entendre pour avoir cette alternance 6, 6, 2 et 6. Maintenant, je le relis sans claquer dans les doigts, mais vous devez normalement continuer à entendre le rythme. Lune, quel esprit sombre promène au bout d'un fil, dans l'ombre, ta face et ton profil? Voyez? Il y a aussi une chose qui nous aide grandement à nous arrêter sur le E, c'est la virgule qui est là. Alors elle ne sera pas toujours là derrière le E suivi d'une consonne évidemment, hein, ça ce serait trop beau. Voilà, donc dans le cours ici, je rappelle, E muet suivi d'une consonne se prononce et forme un pied à lui tout seul, hein, donc l'une, voilà, le ne forme un pied à lui tout seul. Et donc c'est ce E muet qui, en réalité, n'est pas muet, mais léger, on va dire, sur lequel là, on va appuyer. Et par contre, le E muet suivi d'une voyelle ou en fin de vers ne se prononce pas, on le laisse flotter dans l'air. Là, je vous rappelle donc ce que c'est que la diérèse, et je vous donne donc un exemple d'ailleurs d'un poème qu'on va revoir derrière. Alors, on va donc s'entraîner à découper les vers juste après. Sur la disposition des rimes, il y a plusieurs choses à savoir sur les rimes. Donc, il y a une question de disposition et une question de qualité. Donc, la disposition, c'est comment elles sont réparties sur la page. Donc, il y a des rimes suivies, croisées, embrassées. Alors là,
franchement, vous avez ici le schéma rimique, comme ils disent, mais c'est quand même beaucoup mieux d'aller le voir directement, sur un poème. Ici, je vous affiche le poème Correspondance de Baudelaire. Donc vous voyez, on a pilier, symbole, parole, symbole, familier. Ensuite, confonde avec répondre, unité, clarté. Donc quand un vers suit ce schéma, donc ça c'est la rime A, la rime B, la rime B, la rime A, on appelle ça un schéma embrassé. Donc c'est pourquoi vous allez avoir ici, vous voyez, voilà, les rimes sont embrassées lorsque les rimes A encadrent les rimes B. Donc c'est ce schéma ABBA qu'on vous met ici en ligne, mais qui en réalité, se comprendrait mieux en colonne, hein. Donc on a A et A ici et B au milieu. Ensuite, un autre schéma, possible, encens et sang. Alors, en réalité, c'est encens et sens, hein, c'est pas une rime parfaite là chez Baudelaire. Ces 2 rimes-là, elles se suivent. On appelle donc ça des rimes suivies ou des rimes plates. Donc on a AA et en général, BB derrière. Bon là, elle termine le poème. Et puis ici, on a l'autre modèle, enfant, prairie, triomphant, infini. Donc on va avoir le schéma A, B, A, B, c'est les rimes qu'on va appeler croisées. Donc ici, vous avez tout le schéma, si ce n'est que juste qu'on vous met les schémas à plat, mais donc A, A, B, B, donc rime plate ou suivi. Ici, on ne vous dit pas suivi, mais c'est peut-être quand même le plus simple puisqu'elles se suivent justement. Le schéma AB, AB, donc alterné, ce sont des rimes croisées. Et enfin, embrassé, je vous rappelle, c'est embrassé pas comme un baiser, mais embrassé comme les rimes A qui tiendraient dans leurs bras au milieu les rimes B. Hein, le mot embrasser est ici sur son sens étymologique avec les bras. Donc voilà pour la définition. Ensuite, bon, j'ai quand même souligné ça, les rimes peuvent être féminines ou masculines. Alors franchement, c'est très, c'est un petit peu, poussé loin, vous en aurez surtout besoin pour le lycée et encore. On appelle rimes féminines les rimes qui se terminent par un E muet. C'est ce fameux E flottant, par exemple donc, sombre et ombre sont des rimes féminines, voilà. Ça n'a aucun intérêt de le savoir si ce n'est que plus le poème est classique, donc ça veut dire qu'on est antérieur au 19e siècle, hein, là où les carcans explosent, plus le poème est classique, plus il est codifié et on codifiait même l'alternance des rimes féminines et masculines. C'est pour vous dire que la poésie, c'était vraiment un travail d'orfèvre. Alors par contre, ce qui est indispensable à savoir, c'est pas les rimes féminines et masculines, mais c'est la qualité des rimes, pauvre, riche et suffisante. Bah d'ailleurs, j'aurais dû mettre ça dans un autre ordre. Oui, c'est ça, pauvre, suffisante, riche, c'est ce que j'ai écrit. Donc, voilà. Alors, la rime a différentes qualités. Une rime est pauvre lorsque seul le dernier son ou la dernière voyelle rime. On dit qu'elle est suffisante quand 2 sons sont en commun et on dit qu'elle est riche quand il y a au moins 3 sons en commun. D'accord? Donc un son, c'est pauvre, 2 suffisant, 3 ou plus, c'est riche. Après, je vais vous montrer ce qu'on appelle des sons en poésie parce que c'est pas toujours évident. Ensuite, on vous dit si on a l'impression d'avoir comme des rimes à l'intérieur du vers, on en a déjà parlé ensemble dans la figure de style, donc les assonances et les allitérations. Assonance, donc c'est quand des voyelles sont répétées et allitération des consonnes, mais ça c'est vraiment à l'intérieur du vers et non pas bien sûr justement à la rime. Alors on va voir un petit peu la qualité des rimes. Tiens, on va changer de poème. Ah bah, c'est encore du Baudelaire. Alors ici, on a ma sœur et douceur. Hop. Donc je vais mettre ici ce qui rime en jaune. Donc vous pourriez dire sœur, sœur, bah, on a combien de sons en fait là-dedans? On en a qu'un sœur? Non. Alors comment est-ce qu'on compte les sons en poésie? On les compte comme en classe de CP quand on se demandait quel son faisait quelle lettre. Donc ici, eh bien oui, mesdames et messieurs, nous avons des rimes riches, 3 sons en commun. Alors comment est-ce que je compte mes 3 sons? Je vous laisse réfléchir un petit peu. Sœur, donc ma sœur, douceur. Dans sœur, on a 3 sons en commun. Donc, je vous disais comme en CP. Donc on a le son S, produit par la lettre S ou C. On a le son E, qui est produit là par les voyelles. Et on a enfin la consonne finale R. Donc S, E, R. Ça nous fait 3 sons communs. Voilà comment on compte les rimes. Donc douceur et sœur, c'est une rime riche. Ensuite, on va regarder loisir et mourir. Donc qu'est-ce qui rime? Juste ir, puisque avant ir, on a soit un R, soit un S, hein, donc on ne peut pas
dire qu'il y a plus de sons que ça en commun. Donc là, il y en a combien? Il y en a 2. I, R. Ça nous fait donc des rimes suffisantes. Alors, ensemble et ressemble, c'est la même racine de mots. Donc là, on a s, en, b, le. 4 sons communs. Non, même, pardon, 5. On a s, non, 4, c'est ça. S, en, m, le. 4 sons communs pour ensemble et ressemble. Donc là, des rimes on ne peut plus riches. Mouillé, brouillé. Alors ça, c'est intéressant aussi. Baudelaire est quand même un champion des rimes, hein, vous allez le remarquer. Donc là, on a houillé qui se qui rime. Donc qu'est-ce qu'on a comme son? On a le son OU, I. Alors est-ce qu'on compte OU, I, yi, et ou OU, yi, et? Eh ben, dans mouillé, on n'entend pas de i, hein, ni dans brouillé. Donc on va compter OU, yi, et. 3 sons qui riment, qu'on pourrait coder, OU, Y, hein, le son IE et le son E. OK? Donc voilà, c'est comme ça qu'on compte en poésie, ce qui fait que vous allez voir, il y a énormément de rimes riches un petit peu partout dans les poésies que je vous ai sélectionnées évidemment, puisque ce sont quand même des grands noms de la poésie. Ce qui ne vous empêchera pas, vous, quand on écrira des poésies un petit peu plus tard, de faire des rimes à un son qui rime, c'est déjà pas mal. Voilà, alors, on est arrivé au bout du cours, donc ici vous avez tout vu. Alors pour demain, vous allez donc devoir apprendre tout ça. Mais apprendre la théorie, c'est bien joli, on ne peut savoir si on a vraiment compris cette histoire de E muet qu'en se testant. Donc dans Classroom, je vous mets, ce document, hein, que je vais laisser comme ça d'ailleurs, tiens, bah, je vais écrire là pour que vous puissiez réviser ça. Je vais le mettre dans une autre couleur et puis en italique peut-être. Donc, là, c'est une, rime riche ici. Donc les rimes, elles marchent par 2. Donc on va dire que la rime est riche, la rime sœur ou les 2 rimes comme vous voulez sont riches. Ici donc, elles sont, suffisantes. Voilà. Hop. Mouillé, brouillé, donc elles sont riches. Voilà, ça va vous permettre de réviser un petit peu ça. Alors, donc ce document, je vais vous le mettre dans Classroom. Quel est le but? Le but, c'est que vous puissiez tous vous entraîner à découper tout ce que vous voulez. Donc si on avait été en classe, je vous aurais fait des photocopies, puis vous auriez bidouillé avec vos crayons dessus, ce qui est quand même nettement plus agréable. Mais là, bon, bah, on est tous en numérique, donc on va faire comme ça. Je vais vous générer une copie par élève. Vous n'êtes pas du tout forcé de me la rendre, hein, c'est et puis en fait, allez, ne la rendez pas parce que le but, c'est que vous découpiez des vers un petit peu de temps en temps, hein. Je vous ai mis, plein de poèmes. En fait, vous découpez ce que vous voulez et puis, moi, j'irai faire une correction que vous irez regarder, d'accord? Si vous avez envie que je corrige, à ce moment-là, oui, vous me le rendez, comme ça je vais voir que vous avez rendu et je vais jeter un œil et vous pouvez tout à fait, découper seulement, un quatrain, mettre les quantités des rimes sur, un autre quatrain, voilà, vous faites comme vous voulez. Le but, c'est de vous entraîner un petit peu et évidemment, je vous ai mis des petites difficultés, hein, sinon, c'est pas drôle. Alors ce que je vais faire ici, c'est que je vais découper avec vous, par exemple, ce premier quatrain, et comme ça vous allez, vous refamiliariser avec ce qu'on vient de dire. Donc je vais, couper en intégrant comme ça des slash, rouges. Alors on va se les mettre, le plus gros possible. Je crois que l'italique ça change pas grand-chose, enfin pas l'italique pardon, le caractère gras. Bon, donc là na-tu. Alors là, j'ai un E, mais j'ai une voyelle derrière. Donc celui-ci, c'est comme s'il était avalé par la voyelle, hein. La nature est. Donc mon pied va être ici. Donc la nature est un, une autre syllabe, temps, plou. Donc hop, voilà. Là, c'est pareil, ce E là, je vais le faire disparaître. Donc tiens, on va les mettre en bleu, par exemple. Les E, dits, légers. Voilà. Donc ceux-là, on ne les prononce pas. La nature est un temple où 2 heu, vivants piliers. Alors peut-être que je vais avoir besoin de faire piliers, je ne sais pas. Je vais compter ce que j'ai. Je sais que chez Baudelaire, c'est souvent des alexandrins. Si je tombe sur 11 ou 13, c'est que je me suis trompée probablement. Donc je compte. De là, je compte sur mes doigts, hein. La nature est un temple de vivants piliers. 12.
Donc ici, je vais écrire 12 égale alexandrin. Je mets au pluriel, non, un alexandrin, mais tous les autres vont être des alexandrins, hein. Je sais que quand je suis dans un sonnet, j'ai choisi un mètre et je m'y tiens. Donc on doit avoir 12 partout. Alors allons-y pour la suite. Les, se, par, fois, sort, tire, de, confuse, parole. Donc ici, attention, ça n'est pas ce qu'on va appeler un E muet puisqu'on a le S derrière, hein. Le E muet qu'on peut choisir, d'englober comme templou, naturet avec la voyelle qui suit ou la syllabe qui suit, c'est un E qui n'a pas de S au bout, hein. Donc je compte si j'ai bien 12. Les, se, par, fois, sort, tire, de, confuse, parole. Ouh là là, j'ai 13, qu'est-ce que j'ai fait? Les, se, par, fois, sort, tire, de, confuse, parole. Non, j'ai 12, j'avais mal compté. Donc c'est parfait, on a 12, on est bien. Ouh là là. Voilà. Alors là, je vais d'abord voir mes E. Tiens, 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 là, j'ai pas ça suivi, d'un A, donc je sais que celui-ci, je vais devoir le faire sauter, en tout cas le rendre très léger. Alors parole et symbole qui sont à la fin d'un pied, eh bien, puisque même avec leur S, hein, puisqu'il y aura jamais de liaison derrière, hein, puisqu'on retourne à la ligne, ceux-là, on ne les prononce pas non plus. Oui, c'est quand même assez compliqué. Je viens de vous dire que quand il y avait un S, on les prononçait, oui, alors sauf si c'est à la fin. Alors est-ce qu'on en a d'autres là? Des E? Non. Qui l'observent avec des regards familiers? Là, il y en a pas non plus. Donc allons-y. Lo, alors, comme ça. Ah bah si, il y en a un là que j'ai pas vu. L'homme y passe. Hop, en voilà un autre muet qu'on ne prononce pas. L'homme y pas ça. Donc vous voyez, je peux couper au milieu des 2 M ou pas, hein, ça n'a pas grande importance à vrai dire. Il passa travers des forêts de symboles. L'homme y passe à travers des forêts de symboles. J'ai bien 12, donc tout va bien. Et puis je continue en dessous. Qui l'observe. Alors, là, en fait, il faut dire qu'il observe avec. Donc, je mets la barre ici, hein, entre les deux. Il faudra faire la liaison. Des regards oups, c'est pas là. Familier. Alors, normalement, puisqu'il n'y a pas de diérèse à pilier, il n'y en a sûrement pas à familier parce que c'est une rime, hein. Donc, on devrait avoir soit 2 diérèses, soit 2 synérèses, mais pas l'une et l'autre. On recompte. Qui l'observe avec des regards familiers. 12. Voilà, donc on a compté donc ce premier quatrain. Alors, vous me direz à quoi ça sert de compter les pieds? Eh bien, ça sert à les lire correctement. Par exemple, si vous avez mal compté, vous allez oublier la liaison ici, vous allez vous interrompre là, voilà. Donc c'est pas si facile que ça. Si nous étions en classe, je vous proposerais de faire de la lecture à haute voix et vous allez voir que même en ayant compris, hein, même au tableau, en s'étant, barré les E qu'on prononce pas, souligner les E, sur lesquels au contraire il faut s'attarder et cetera, on a du mal à lire, tout bien du premier coup sans bafouiller, en faisant toutes les liaisons et cetera. Et donc le vers n'est juste que si vous l'avez bien découpé et que du coup vous le prononcez en scandant correctement. Il faut qu'on entende 12. Alors vous me direz: «Notre cerveau, il est pas capable d'entendre les 12». C'est vrai, mais la musicalité qui se dégage est quand même, perceptible et c'est comme ça qu'on reconnaît que le poème est beau. Vous comprendrez cette régularité. Je vais vous le lire exprès. Alors lire avec tous les petits bâtons là, ça commence à être, un peu compliqué. C'est beaucoup plus simple quand on fait ça au crayon de papier, tout doucement. Donc je vais vous lire plutôt celui du dessous là, qui du coup est plus facile à lire pour moi. Je vais vous le lire, façon, quelqu'un qui n'a pas compris que c'était de la poésie et puis façon, quelqu'un qui sait lire de la poésie. Donc si je lis, comme, si c'était de la prose, je lirais donc on est d'accord, c'est, «La nature est un temple, patati patata», hem et donc c'est la suite de la phrase, hein. Comme de alors est-ce que je fais la liaison? Non, si je lis mal, je fais même pas la liaison. Comme de longs échos, si quand même, qui de loin se confondent dans une ténébreuse et profonde unité, vaste comme la nuit et comme la clarté, les parfums, les couleurs et les sons se répondent. Vous voyez, c'est quand même assez moche, on n'entend pas du tout, le rythme.
En revanche, si je m'astreins, par exemple, vous voyez, à prononcer ce E-là, parce que lui, il est suivi d'une consonne. Hem, Celui-là, il va sauter, mais celui-là, je vais devoir le prononcer. Celui-là, je vais devoir le prononcer. Celui-là aussi. Celui-là aussi. Là, il y en a quand même pas mal des E suivis de consonnes et c'est à peu près tout. Donc là, vous allez entendre le rythme. Comme de longs échos qui de loin se confondent dans une ténébreuse et profonde unité, vaste comme la nuit et comme la clarté, les parfums, les couleurs et les sons se répondent. Et là, on sent que c'est autre chose quand même. Alors vous me direz: «Oui, j'exagère, j'avais pas mis le ton, dans l'autre, lecture», c'est vrai, mais quand même. Voilà, donc encore une fois, entraînez-vous. Vous avez 2 choses sur lesquelles vous entraîner. Comptez les valeurs des rimes. Donc vous pouvez faire ça sur, n'importe lequel des, voilà, par exemple, confondent et répondent. On a onde. Donc onde, ça fait 2 sons. Celle-ci, par exemple, elle est suffisante. Donc vous pouvez écrire là, à la fin du vers, suffisante, riche, machin. Je saurais bien que c'est, les rimes, en regardant un petit peu si vous me dites de regarder. Et puis découpez-vous quelques pieds comme ça, voilà. Je vais juste faire encore avec vous un pied, dans lequel je sais qu'on a une diérèse. Hem, alors, est-ce que je l'ai noté? Voilà. On va regarder cette strophe ici. Donc, je compte là sans découper, hein. Des cloches tout à coup sautent avec furie. J'ai 12, hein, si vous avez compté en même temps que moi. Donc je sais que j'ai 12 partout et regardez ce qui se passe au dernier vers. Qui se mettent à geindre opiniâtrement. Et là, j'ai 11. Donc, pour le découper correctement, celui-là, j'ai pas le choix. Bah non, du coup, c'est pas ça. Je vais reprendre une petite barre. Hop. Pardon, je vais vous donner le tournis. Donc, qui se mettent à geindre. Donc celui-là, hein, on ne doit pas le compter. Je le remets en bleu. Opiniâtrement. Et là, j'ai 12. D'accord? Donc ici, on a ce qu'on appelle la fameuse diérèse. Heu, on doit prononcer donc en 2 sons niâtrement pour avoir les 12 pieds au bout. D'accord? Donc vous allez peut-être en rencontrer. Si vous vous trompez, si vous êtes à 11 pieds au lieu de 12, c'est certainement, qu'il y a une diérèse quelque part. En même temps, ça n'arrive pas tout le temps non plus, hein, donc ne faites pas que chercher les diérèses, il peut y en avoir une sur, triomphant par exemple, il faudra voir, comment vous comptez. Voilà, donc ça vous fait un cours quand même, assez dense. Donc pour digérer, le cours, hein, honnêtement, faites les exercices. Si les exercices vous paraissent faciles, si vous avez bien compris, à ce moment-là, il n'y a pas besoin non plus de faire du par cœur pendant 107 ans. Voilà, allez, demain, on va commencer notre première analyse de poème du coup, vous verrez, ça risque d'être, intéressant de vous changer de Victor Hugo. Allez, portez-vous bien, à très bientôt!